Notre invité ce matin, Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vivement après-demain, 15 ans pour sortir de l'impasse, c'est votre nouveau livre chez Fayard. Vous êtes ici pour en parler, c'est une exclusivité puisque c'est la première interview que vous accordez à propos de ce livre, Jacques Attali. Je vais ouvrir le livre avec vous tout à l'heure, mais je voudrais que nous regardions l'actualité ensemble. 86% des Français ne veulent pas que François Hollande se représente. Vous non plus ? Oh non, je ne suis pas hostile à ce que le président actuel imagine un projet pour le pays, mais encore faudrait-il qu'il imagine un projet. Ça ne peut pas être la reconduction du même. Les Français veulent du neuf, ils veulent du changement, ils veulent autre chose. Oui. Ils veulent pas tous les hommes politiques qu'on leur a proposés jusqu'à présent, et pour que les hommes politiques, qui sont tous les mêmes, à deux exceptions près, aient leur chance, il faut au moins qu'ils présentent quelque chose de radicalement neuf. Donc lui comme les autres. Et on en est loin. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat ? Je n'ai pas de confidence particulière, mais je pense qu'il ne sera pas candidat s'il a le sentiment qu'il va être humilié. Oui. Et qu'il sera même battu à la primaire. Mais enfin, les choses sont loin. La primaire est dans deux ou 3 mois à gauche. Donc les choses peuvent changer encore. Parce que vous savez, ce qui se passe dans ce pays, c'est que les Français attendent du président de la République ce qu'il ne peut plus leur donner. C'est-à-dire que François Mitterrand avait énormément de pouvoir et ensuite, progressivement, les présidents ont perdu du pouvoir. Oui. Et plus généralement, d'ailleurs, c'est un des sujets de ce livre, le marché est devenu bien plus puissant que la démocratie. Le pouvoir politique est moins puissant. Donc, inévitablement, tout homme d'État, à moins d'avoir une vision longue, de s'y tenir, d'expliquer les choses, est condamné à être impopulaire le lendemain même de son élection. Oui. Donc, il ne faut pas considérer l'impopularité comme une marque de l'échec. C'est une marque de l'impuissance de l'État d'aujourd'hui, qu'il faut aujourd'hui changer. Et on ne peut le changer qu'avec un grand projet, une vision d'avenir. Oui, d'ailleurs, c'est le sujet de votre livre, Jacques Attali. Mais la divulgation de ces confidences à 2 de nos confrères est sévèrement jugée par les Français. Vous aussi ? Vous jugez sévèrement ce livre, cette propension à parler aux journalistes ? J'ai pas encore lu ce livre, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'un président de la République doit faire que de passer tellement de temps à faire ses confidences à des journalistes. Surtout que vous savez mieux que personne que quand on parle à un journaliste, mis à part quand on le fait en direct à la radio, on essaie de relire son texte avant qu'il soit publié. Là, parler avec un micro ouvert, en confidence, en sachant que ça va être publié plusieurs mois plus tard, hors contexte du moment où ça a été dit, c'est vraiment une faute. En tout cas, c'est une faute. Disons que c'est au moins une grave erreur. Grave erreur. Est-ce que ça peut peser sur son choix futur, sur ses choix futurs, sur la gauche en général ? Parce que j'ai vu Emmanuel Macron qui dit déjà... c'est concomitant, mais la fonction présidentielle n'est plus pleinement exercée. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais il le dit indépendamment de ce livre, je pense, il le dit dans une interview très intéressante de la semaine dernière. Oui. Il le dit dans référence à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que la fonction présidentielle, c'est l'incarnation de la nation. Oui. C'est pas le Premier ministre gère le quotidien. Le président incarne la nation. Il est comme le roi dans les autres pays. Pour incarner la nation, il faut dire à la nation, voilà ce que vous allez être dans 20 ans. Voilà ce que je veux pour vous. Vous pouvez être un pays formidable. Je pense ça de la France. Nous pouvons être un pays formidable. Je vous montre le chemin. Je crée les conditions pour que la route soit ouverte. Donc, il ne doit pas être ni dans l'anecdote, ni dans l'instant. Et c'est ça, depuis au moins 20 ans maintenant, le président de la République confond son rôle avec celui du Premier ministre, et ce livre s'inscrit comme une sorte de point d'orgue dans la diminution de la fonction présidentielle. Mais quand Nicolas Sarkozy montait l'escalier sacré de l'Élysée en short et en basket, il avait fait pire pour discréditer la fonction présidentielle. Il n'incarne que le vide. C'est ce que vous disiez d'Emmanuel Macron, c'était au printemps. Oui, je disais ça, qu'il incarnait 2 dimensions du vide. Le vide de la société politique française en général, qui était totalement vide, et qui commence à se combler parce qu'on commence à voir quelques amorces de programmes. Pas de projet, pas de vision, c'est ce qui me paraît manquer. Et le vide lui-même, parce que lui-même n'avait pas encore de projet. Alors, il commence par petits bouts à les combler. Je suis très impatient, ou en tout cas très déçu de voir que lui, comme les autres, met tellement de temps à accoucher d'une vision pour la société française. Enfin, c'est quand même l'essentiel du métier d'un homme politique, surtout de celui qui rêve d'être un homme d'État, que de proposer une vision au pays. Or, on a l'impression, vous savez, avant il y avait ces courses de cyclistes, de poursuite, où les gens faisaient du surplace pendant le plus longtemps possible. On assiste à ça, comme si c'était une course de sprint de dernière seconde. Je pense que c'est une grave erreur démocratique. Les Français ont besoin qu'on leur dise « la France va mal, elle peut aller très bien ».
La France va mal parce que son chômage des jeunes est tragique, parce que son déficit extérieur est épouvantable, parce que son système éducatif est catastrophique, mais elle peut aller formidablement bien parce qu'elle a des atouts magnifiques. L'avenir de la France peut être le meilleur possible, mais il faut une vision, il ne faut pas conserver l'existant, il faut le changer, il faut s'intéresser plus à la formation aux métiers d'avenir qu'à la conservation des métiers du passé. Il faut inscrire les efforts dans une perspective. C'est ça qu'on attend des hommes d'État. Vous êtes prêt à suivre Macron aujourd'hui? Non, mais non, je vous dis ça parce que je vous dis ça parce que vous l'avez connu à ses débuts. Vous l'avez même poussé à ses débuts, vous l'avez encouragé. J'oublie le mot poussé, vous l'avez encouragé. Absolument, non, mais il a été. Vous l'avez encouragé. Plus que ça, il a été. Est-ce que vous l'encouragez à aller jusqu'au bout aujourd'hui? Il a été mon assistant. Et oui, je sais. Pas pour rien dans la suite de sa carrière. Il fait partie des grandes promesses de la vie politique française. Il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'il doit, là, maintenant, puisque vous dites qu'il faut absolument accélérer, maintenant, il ne faut pas faire de surplace, est-ce qu'il doit, Macron, présenter sa candidature? Il doit maintenant présenter une vision de la France. Et donc, présenter sa candidature avec une vision de la France. Il doit d'abord présenter une vision de la France à 20 ans. Après tout, dans 20 ans, il sera encore très jeune, dans 20 ans. Et donc, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de présenter une vision de la France. Il en découlera, tout naturellement, sans doute une candidature, mais j'attends de tous... Vous y croyez? Vous pensez qu'il va être candidat? Encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, en termes pédagogiques, c'est que ces gens-là, qui se prétendent des hommes d'État, se conduisent en hommes d'État. Oui, mais Jacques Attali, on peut s'intéresser aux deux. L'avenir du pays, évidemment, mais l'avenir du pays passe par les hommes aussi, vous le savez bien. Mais si vous voulez ne pas être déçu par les hommes, si un homme, quel qu'il soit, celui que vous venez de nommer ou un autre, pour qu'au lendemain de son élection éventuelle, on ne soit pas déçu, il faut qu'il nous ait présenté une proposition qui soit cohérente, enthousiasmante et qui s'inscrive dans le long terme. Si c'est 3-4 mesures de court terme improvisées dans un discours, nous allons être déçus et son sondage de popularité qu'il aura fait élire va tomber dans la semaine qui suit et vous allez recommencer à dire qui sera président en 2022 et on ne sera pas sorti de l'ornière dans lequel le pays s'enfonce. Il faut savoir que si vous regardez en matière d'éducation par exemple, nous sommes le pays le plus en retard de l'ensemble des pays d'OCDE. Tous les pays progressent au monde en matière de qualité d'éducation. Nous régressons dans toutes les dimensions et l'OCDE va encore le démontrer dans les semaines qui viennent. Nous régressons industriellement parce que nous ne formons pas au métier d'avenir. Nous régressons dans toutes les domaines, alors qu'on a un potentiel fantastique. Pour ça, il faut l'inscrire dans une cohérence. Moi, j'aime votre optimisme. Oui, je suis optimiste. Mais je sais, vous êtes optimiste. Non, mais j'aime ça. Mais enfin bon, au quotidien, les Français le sont moins que vous. Bien sûr, mais vous le savez aussi bien que moi, évidemment. Parce que les choses sont noires et qu'on les prépare pas à l'avenir. Qu'on les prépare pas à l'avenir. Dites-moi, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hystérisation de la vie démocratique en France? Oui, l'hystérisation est réelle. Et elle correspond justement à cette... l'hystérie, c'est la traduction de l'impuissance. Moins vous avez de puissance, plus vous vous agitez. Et quand vous voyez même dans la vie privée, c'est pareil. Moins vous avez d'idées, plus vous vous agitez. Oui, c'est pareil. Exactement. C'est pareil dans la vie privée ou même dans la vie du travail. Quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui s'agite, qui est hystérique, etc., vous vous dites, celui-là, il est impuissant politiquement, professionnellement. Il remplace le projet par la vulgarité, la violence, l'impatience. Non. Le calme s'inscrit dans une vision globale. Et l'hystérie est la traduction de l'impuissance de la classe politique. Que pensez-vous de la dernière sortie de Marine Le Pen qui nous dit qu'elle veut interdire absolument tous les signes religieux ostensibles dans la rue, dans ce qu'on appelle l'espace public? L'espace public, c'est la rue. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce serait évidemment une grave erreur, mais de ce point de vue, elle est encore dépassée sur sa droite par Nicolas Sarkozy, qui en fait plus. Pour vous, il va plus loin que Marine Le Pen. Oui, en ce moment, il va plus loin que Marine Le Pen dans la recherche d'une position d'extrême droite. Sans doute parce qu'il pense que c'est là que se situe la victoire à la primaire. Dès qu'il aura... Vous le pensez aussi? Non, parce que je pense que les Français sont sages, raisonnables, sérieux, qu'ils ont envie d'un pays apaisé, qui n'ont pas envie de guerre civile, qui comprennent que les gens ont envie d'être... Pourquoi? Le risque de guerre civile existe, Jacques Attali? Si les hommes politiques se conduisent de façon violente, oui. Mais si les hommes politiques font ce qu'ils font ou ce qu'ils continuent à faire pour vouloir antagoniser les différents groupes sociaux plutôt que les amener progressivement à une vision apaisée de la laïcité, c'est ce qui se passera. Oui. Jacques Attali... Vous serez candidat ou pas alors? Moi je me souviens ce que vous nous disiez. C'était ici, c'était quand? C'était l'hiver dernier. Je
pense que ce n'est plus possible d'imaginer cela, même si l'idée qu'un président puisse incarner des grandes valeurs, un projet reste pour moi essentiel. En fait, c'était une manière d'alerter, la classe politique, non, Jacques Attali ? C'était sérieusement une façon de pousser à ce qu'on ait une réflexion de fond sur le programme. C'est ce que je fais aussi dans ce livre, c'est-à-dire présenter des propositions de long terme, montrer que le monde est en train de changer à très grande vitesse. Être candidat à la présidentielle aujourd'hui, ça, je dis pas ça pour vous, mais la plupart des journalistes, quand ils interrogent un candidat à l'élection présidentielle, ne s'intéressent pas ni à leur programme, ni à leur vision du monde, mais à la façon dont ils peuvent dire du mal les uns des autres. C'est pas très pédagogique. Et donc, me positionner en candidat à l'élection présidentielle, ce serait perdre une très grande partie de la force du message que je peux porter aujourd'hui. Oui, donc vous oubliez la présidentielle. En revanche, vous alertez les Français. Je n'oublie pas la présidentielle. Vous oubliez la présidentielle à titre personnel. Exactement. Terminé, vous ne serez pas candidat. J'espère être plus utile autrement. Vous espérez. Mais quand même, nous sommes sans cesse, nous journalistes aussi, comme les citoyens, ramenés au quotidien. Absolument. Regardez Notre-Dame-des-Landes. Absolument. On nous bassine. Enfin, on nous bassine, entre guillemets, on nous dit cet aéroport sera construit. C'est le Premier ministre qui dit ça, et son ministre important, l'un de ses ministres importants, dit tout le contraire. Comment voulez-vous que le public comprenne tout ça ? Non, mais ça, c'est tragique. À l'intérieur d'un gouvernement, il ne doit pas y avoir de division publique. Ça, c'est une erreur épouvantable, de discipline, de cohérence. On ne doit pas admettre qu'un ministre contredise un Premier ministre. Et réciproquement, on doit créer les conditions de ce consensus. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'un président de la République qui confie qu'il n'est pas favorable à l'aéroport. Un Premier ministre qui affirme que... D'autant plus, là, je donne raison au Premier ministre, parce que dans ce cas-là, il y a eu toutes les procédures démocratiques qui ont été faites, et il y a eu un référendum qui l'a approuvé. Point final, si j'ose dire, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et c'est la négation de la démocratie que de remettre en cause... Et la parole politique. La parole et le vote. Et le vote. Mais moi, je me mets à la place du citoyen, Jacques Attali. Alors, vous dépassez tout ça dans ce livre. Vous dites, nous avons 15 ans pour sortir de l'impasse. Mais oui, parce que le monde est en train de changer à très grande vitesse et il faut replacer nos problèmes quotidiens qui sont fondamentaux pour mieux les comprendre dans une perspective plus globale. Dans les 15 ans qui viennent, il va y avoir énormément de changements démographiques et technologiques qui sont fantastiques dans un très 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 grand nombre de domaines qui vont vraiment bouleverser positivement ce que nous pouvons attendre. Avec des risques aussi de danger. Par exemple, on peut voir, à cause des technologies, plus de la moitié des métiers aujourd'hui existants disparaissent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'accroche pour les maintenir et on continue à produire des diligences, soit on se forme aux métiers d'avenir et on devient les leaders de ces métiers de demain. Mais il faut savoir qu'en intelligence artificielle, dans la robotique, dans la biotechnologie, dans l'agriculture, il y a énormément de choses qui vont arriver. Et si on n'y est pas prêt, si on se crispe, eh bien, on va disparaître. C'est le rôle des politiques, d'encourager, d'accompagner. C'est le rôle des politiques. Ces mutations. Exactement. Mais c'est aussi le rôle des citoyens que de les comprendre. C'est l'objectif d'un travail comme celui-là, c'est de mettre sur la table tous ces changements énormes qui viennent. Quels seront les changements majeurs, Jacques Attali, selon vous ? Les changements majeurs, c'est d'abord les changements démographiques. La population de l'Afrique va augmenter de 600 millions de personnes dans les 15 prochaines années. C'est gigantesque, c'est énorme. La population des pays du Sahel va augmenter de presque 100 millions d'habitants, ce qui crée, si on n'est pas capable de les aider à se développer, des risques de migration absolument considérables. La deuxième mutation très importante qui vient, c'est toutes les mutations technologiques qui vont apparaître, qui ne sont pas du tout de la science-fiction, mais la robotique, l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui demain matin vont changer radicalement. Je le disais il y a un instant, plus de la moitié des métiers vont disparaître. Plus de la moitié des métiers vont disparaître dans les 15 ans qui viennent. Plus de la moitié, même dans certains secteurs, 80%. Alors, donc une nécessité de formation. De formation, d'urgence. De l'ensemble des cadres, des collaborateurs et des ouvriers d'aujourd'hui au métier d'après-demain, avec des choses passionnantes à faire, bien plus passionnantes que ce qu'on fait d'une façon répétitive, parce que les métiers qui vont disparaître sont les métiers ennuyeux. Sont les métiers répétitifs, c'est pas les métiers intéressants. Donc il faut pas se plaindre, il faut au contraire applaudir à ces disparitions. Mais pour que cette disparition ne s'accompagne pas d'une vague immense de chômage, comme c'est vraisemblable si on ne fait rien, eh bien il est urgent de modifier nos systèmes de formation pour former les chômeurs au métier d'après-demain. Et pour ça, comprendre, Monsieur Obama a fait la semaine dernière un formidable discours sur l'intelligence artificielle et ce qu'elle va changer. J'aurais aimé qu'un homme politique français comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'intelligence faible, l'intelligence forte, toute une série de concepts qui devraient être dans le langage quotidien. Il ne s'y intéresse pas ?
Non, parce qu'ils s'occupent que de leur petite Oui, querelle. mais ils répondent aussi aux soucis quotidiens des Français. Ils répondent aussi aux journalistes. Mais oui, mais les soucis quotidiens des Français... Oui. Comment expliquer aux Français qu'un souci quotidien va se transformer en espoir? C'est très facile. Alors allez-y. Il suffit pour cela de leur parler de leurs enfants. De nos enfants. Nos enfants, les enfants de ceux qui nous écoutent et qui ont du 10 ans, ils auront 50 ans en 2060. Oui. Donc le monde de 2030, c'est demain matin pour eux. Et si on veut que nos enfants soient heureux dans le monde d'après-demain, qui est le leur, il faut les y préparer. Donc ces technologies qui peuvent paraître de la science-fiction, qui seront une banalité extrême dans 15 ans, il est urgent d'y préparer nos enfants et donc de nous y préparer nous-mêmes si on veut être en condition de pouvoir accompagner leur changement. C'est comme ça, c'est ce discours-là que le responsable politique doit tenir. Sûr, parce que d'une certaine façon, le responsable politique, il est le père de la nation. Donc les enfants, nos enfants... Et ne pas tenir... Les citoyens d'aujourd'hui sont les enfants des hommes politiques, au sens où c'est leur rôle aux hommes politiques de les préparer à l'avenir, d'y participer en tout cas. Et ne pas tenir ce discours, c'est encourager un déficit démocratique. Bien sûr, puisque c'est encourager la résignation, l'abandon, le pessimisme, le fait de partir. Le jusqu'au boutisme aussi, l'extrémisme. Et l'extrémisme au sens de je mets les chariots en cercle, je m'enferme, je refuse le changement, je maintiens les emplois. Replie. Je maintiens les emplois, quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas d'avenir. Je repousse les problèmes. Vous savez, les deux principes majeurs de la classe politique française, c'est après moi le déluge et pourvu que ça dure. Ça, c'est les deux principes. Mais c'est des principes suicidaires. C'est fini, ça. C'est fini. Ça devrait être fini. Mais vous ne voyez pas cela poindre, si j'ai bien compris, Jacques Attali, à travers les uns et les autres. Mais je continue à espérer, c'est pour ça que j'écris et que je m'adresse aux Français. Mais vous engagerez, vous êtes engagé, c'est une forme d'engagement, de grand engagement. Exactement. Grand engagement. Le moment venu, je dirai sans doute qui est celui qui est le moins loin de ces perspectives, mais pour l'instant, je ne... Vous cherchez celui ou celle qui pourra incarner une vision 20 ans de notre pays, dans une vision du monde enthousiasmée et enthousiasmante. C'est une question d'âge ou pas? Non, parce qu'il y a des gens... Je dis ça comme ça. Non. Vous avez raison, les gens plus jeunes pourraient avoir plus de... Mais je connais des gens jeunes qui sont extrêmement vieux, et j'ai un ami de 90 ans qui a 20 ans dans la tête. Qui a 20 ans dans la tête, Donc ce livre, c'est vraiment pour préparer nos enfants à l'avenir, pour leur offrir une chance. Pour qu'ils sachent trouver leur chemin. Et la France a des atouts. Et si les hommes politiques ne les aident pas à trouver ces atouts, trouvez-les vous-même. Prenez vous-même votre chemin en main, prenez par ce livre et bien d'autres moyens, les moyens d'ouvrir la voie pour vous-même. Nous avons laissé se mettre en place, je termine avec ça, partout, au nom de la liberté, une société régie par l'argent, sans laisser surgir en contrepoids une autre éthique libératrice. L'altruisme. L'altruisme. La vraie idéologie de demain. Merci Jacques Attali. Vivement après-demain, c'est chez Fayard. Merci à vous. Il est 8h54.